amène donc vers une originalité, entre autres originalité de la vallée d'Aspe, au cours d'une causerie intitulée, qu'il a intitulée Une invasion pacifique. C'est l'arrivée de nombreux objecteurs de conscience, bénévoles et insoumis, venus travailler auprès des petits agriculteurs de montagne. Alors après, la loi a permis des objecteurs de conscience de travailler dans des associations. Alors peut-être faut-il restituer l'époque de ces événements. Dans les années 70, 60, 70, 80, a connu une transformation et une évolution rapide de la société, des idées, des mentalités, la contestation et le militantisme. Et il est de bon ton actuellement de remettre en question de ces idées comme les idées 68, on est allé trop loin sur les votes. C'est à la mode actuellement. Voilà, alors pour un rappel des idées sur le plan national, on a vu l'émergence, donc je crois, je fais une petite liste, des revendications nouvelles autour, bon, c'était le moment de la guerre du Vietnam, c'était le combat pour l'extension du camp du Larzac, contre l'extension du camp du Larzac, le régionalisme qui apparaissait, la lutte pour l'avortement et la libération sexuelle, le féminisme, le retour à la terre, l'écologie, la lutte contre le nucléaire, et puis il ne faut pas oublier que c'était la majorité aussi qui était ramenée à 18 ans en 1974. Donc c'est quand même, il y a eu une transformation importante. Puis localement dans la vallée, alors c'est un exode accéléré de la population, la disparition des bistrots, des petits commerces, des services, une évolution de l'agriculture vers une revendication de la productivité, le productivisme, disons. Puis l'arrivée tardive aussi du désenclavement, la rupture de la route de la voie ferrée Pau-Canfranc, c'était un moment important dans la vallée. Puis aussi l'arrivée de nouvelles équipes municipales avec de nouveaux maires, il y en a quelques-uns dans la salle. Voilà. Donc, et puis il y a eu la création du parc national, puisque nous sommes allés, c'était en 67, je crois. Voilà, c'était un peu la même époque. Donc, c'était le moment de notre histoire locale. Voilà. Merci Francis. Le hasard faisant bien les choses, Vous ne prenez pas le micro. nous avons la chance d'avoir dans la salle à côté une exposition de photos et d'aquarelles qui s'inscrivent dans le thème que nous allons développer. Cette exposition reste à Etsote le mois d'août. Je pense qu'il serait intéressant de jeter un coup d'œil. Voilà. L'exposition reste à Etsote tout le mois d'août. Et c'est vraiment une très belle exposition qui a été réalisée par Régis Costin et pour les photos et Madame Denise Lagrue pour les aquarelles. Les objecteurs de conscience et les volontaires ont marqué nos vallées. 40 ans après, les souvenirs s'estompent et les jeunes générations ignorent ce que ces jeunes gens ont apporté aux agriculteurs de haute montagne. Il est utile de rappeler le choix qu'ils ont fait, refuser le service militaire d'une durée de 1 an et opter pour un service civil de 2 ans sous réserve d'obtention du statut d'objecteur. La vallée d'Aspe s'étile du nord au sud. Le Gave coule au fond de la vallée. De chaque côté, les flancs s'élèvent vers les cimes enneigées. Accrochées à ces flancs, des petites exploitations vivotent. La plupart du temps, elles sont tenues par les parents vieillissants et un fils célibataire est condamné à le rester. Nous parlerons, dans la soirée, de l'agriculture en montagne dans les années 1960-70, situation de l'agriculture en haute montagne dans les vallées béarnaises et la Soule, avant l'arrivée des objecteurs de conscience. Rendons-nous chez la Bourdaigne à Corse, accrochée à la pente, la ferme à fière allure, les bâtiments bien entretenus abritent les bêtes et l'outillage. Baptiste assume seul le travail de la ferme. Pas d'accès routier, pas d'eau courante à l'intérieur, pas de téléphone. Le sentier qui conduit à la maison et à l'étable n'est pas praticable en voiture automobile. Il sera élargi plus tard, peut-être trop tard. La municipalité de Borse veillera à la mise en place des équipements manquants lorsque les crédits seront débloqués. Remarquons sur la photo un arbre isolé sur la partie droite
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'essence de cet arbre? C'est Baptiste au travail. Baptiste qui poisse d'une charge de foin. On le voit de plus près. On voit bien la charge. Baptiste est au travail. Il assemble les fougères pour faire la litière de ses bêtes. Il en fera un grand tas qui portera à bout de fourche dans une zone pentue et dangereuse. Au-dessus des rochers, vous voyez, à droite de ces rochers, on aperçoit de petits lopins de terre entretenus. Comment y accède-t-on? Baptiste fauche. Les andins se forment au contact de la lame. À côté, son père tape la faux, à l'aide de l'emplumette et du marteau. Une faux bien affûtée réduit la fatigue du faucheur. La pierre à aiguiser baigne dans l'eau du coffin, fixé à la ceinture. On ne le voit pas. Mais cette pierre, il faut une certaine habitude pour l'utiliser. La neige est tombée sur la montagne et chez la Bourdaine. Les bêtes sont conduites à l'abreuvoir, une par une. La couche de neige peut rester plusieurs jours et isoler la ferme. Michel, le père de Baptiste, aide aux soins des animaux. Avant que la réserve ne s'épuise, Baptiste fait du bois seul dans la montagne. Parfois, il porte une pièce sur son dos. La solitude est la compagne de ces hommes. Le sol est légèrement enneigé. La bille de bois qu'on ne voit pas, Thérèse, glisse plus facilement. Elle sera entreposée près de l'étable pour être débitée. Baptiste doit s'adapter aux conditions climatiques et au relief. En hiver, la quantité de fumier est abondante. On utilise, dans la Haute-Vallée, un panier pour le transporter sur la tête jusqu'au tas aménagé à cet effet. Lorsque la neige a fondu, le mulet prend le relais pour transporter le fumier dans les prés éloignés. Baptiste fait une pause pour bavarder avec un ouvrier occasionnel. C'est quelqu'un qui passait de temps en temps chez la Bourdaine et qui donnait un coup de main. Et Baptiste apprend ainsi les nouvelles du village. Nous sommes chez Ernest Viandet, à Nietzsche, quartier de l'Alsace. Ernest seul fait lui aussi la provision de fougères. Ses parents sont encore en vie, mais ils sont vieux. La pente est telle, il a placé la charge sur 2 branches. L'ensemble s'appelle trousse, va glisser le long de la pente. Il faut veiller à ne pas se laisser surprendre par la vitesse. Ernest fait sa provision de vin pour l'année. La piste de désenclavement est en cours de réalisation. On la devine. Bientôt Ernest achètera une 2 chevaux. Le mulet, parfaitement adapté aux sentiers pentus, rend de grands services. Son énorme besace permet de ramener du marché les provisions pour la semaine. Les besaces usagées sont utilisées pour le transport du fumier et de la terre. Retour du village, toujours avec un mulet. Juché sur sa monture. Marie, vous avez connu, s'en va faire une visite à ses voisins, ou revient du marché, elle aussi. On ne sait pas exactement d'où elle vient. Ici aussi, c'est le retour du marché. Le poulet à la main droite, le pain et la bouteille de gaz constituent une charge importante. Ça se passe à Idios, chez Fouyassa, m'a-t-on dit. Les femmes de la montagne participent aux travaux des champs, après avoir fait leurs travaux d'intérieur. Rien ne les rebute, surtout par le fumier qu'elles étalent régulièrement dans les prairies.
C'est encore une femme qui transporte une charge de foin jusqu'au Fenil. En été, on les retrouve dans les prairies, aussi présentes que les hommes. En été, elles participent activement à la récolte du foin dans les bandes non mécanisées. Il y a deux façons de transporter le foin, à dos d'homme ou de femme, ou avec la toile, ou avec l'arquette. L'arquette était un instrument très usité ici, beaucoup moins dans le vallon de Bedouce. Je pense qu'avec l'arquette, on chargeait davantage qu'avec une toile. L'école, elle se situe loin de l'exploitation. La maman accompagne son garçon. Le sentier est embroussaillé. Le cartable semble lourd. Peut-être qu'il contient le repas de midi. Dans la zone de montagne, on trouve quelques champs plats sur lesquels on peut travailler avec les attelages à traction animale. C'est le cas ici, chez Cap-de-Vielle-Brusca, à Loudios et à Letobrodès. Il est sur deux communes, lui. Et chez la Salle à Issor. C'est aussi le cas de la ferme Passette, à 1300 mètres d'altitude. À la ferme Bassette, Mamie Rosalie est née en 1883. Par son mariage, elle gagne 300 mètres de dénivelé pour s'installer avec son mari à la ferme Perry, située aussi en haut de la côte du chemin de la Mature. Toutes deux appartenaient à la catégorie des paysans, petits mais organisés. La photo nous montre une paire de vaches et une grand-mère soignée et très attentionnée envers ses bêtes. Elle les conduit à l'abreuvoir. Son mari est à côté. Pour accéder à la ferme, ils empruntaient le chemin de la Mature. Les grands travaux étaient effectués en suivant le rythme des saisons. Les produits de la ferme permettaient aux couples et à leurs enfants de vivre à notre asile presque. Mais s'il y avait des dépenses, il fallait assumer. Il fallait donc veiller à ce que la réserve d'argent soit toujours alimentée. Chaque année, à la ferme Perry, on vendait des pommes de terre, un cochon, 7 à 8 chevreaux, des œufs et 2 belles vaches au choix. La vente des pommes de terre nécessitait d'effectuer avec l'âne 3 voyages par le chemin de la Mature. Rosalie et son mari étaient de petits paysans de la montagne, mais ils nous émerveillent par l'organisation de leur travail et par le savoir-faire qui a su rentabiliser une exploitation de haute montagne. Bernadette, qui aurait dû prendre la succession de la ferme Perry, a choisi une autre voie. J'espère que tout le monde connaît Bernadette ici. Nous la remercions pour les renseignements qu'elle nous a donnés. Haute-Soule, travail de la fougère. On se rend compte là que la pente est très accentuée et pas dépourvu de risque. Les foins emballaient tous et la cuisine appréciée. Lorsque le foin était déchargé et mis à l'abri, arrivait l'heure du goûter. Là, quel plaisir de voir les deux jeunes, barbus et chevelus, s'arrêter pour cette pause au coin de la prairie ou à la maison. Philippe, qui venait de vider d'un coup la moitié du pot de pâté, répondait à la patronne qui lui demandait s'il en voulait encore. « Ah, je veux bien. » Voilà, dans des meules de foin ou de foin. C'est plutôt du foin. Il est certain que les hivers étaient très longs dans la haute vallée d'Aspe et à Nietzsche, et qu'il fallait prévoir beaucoup de foin pour passer l'hiver, beaucoup de fougères pour la litière, mais comme la fougère et le foin encombraient les granges, ils avaient trouvé la solution de faire des meules. Il y avait donc autour de chaque ferme des meules de fougère ou des meules de foin. Jean Vitrot, voilà. Jean Vitrot est un petit paysan du secteur de la Madeleine, tout près de l'école d'Araignée, où j'ai fait mes débuts d'instituteur.
Il s'insurge de voir de jeunes enfants partir très tôt à leur école. Il n'y a pas de ramassage. De toutes ses forces, il va défendre son école d'Aragné. Lorsqu'une menace de fermeture plane, il n'hésite pas à prendre les grands moyens. Installation d'un couple d'agriculteurs avec 5 enfants. Contact avec une famille de Barcus, 4 élèves en plus. Les conditions de vie des petits paysans et le manque de considération des pouvoirs publics, les gros syndicats révoltent Jean Pitreau. Il va remuer ciel et terre pour défendre cette agriculture de montagne et aider les paysans pénalisés par le manque de main-d'œuvre. Jean Pitreau est responsable national, montagne, du centre départemental des jeunes agriculteurs. Son quartier, Aragné, est enclavé. Il ne le supporte pas. Jean Pitreau présente sa démission en disant « Si je suis incapable de réaliser la route chez moi, ce n'est pas la peine que j'aille à Paris faire du cinéma. » Il cesse ses fonctions pour mieux rebondir. On lui confie la mission d'accueillir le ministre de l'Agriculture, Edgar Pisani, qui a pu se faire une idée de la situation des exploitations de haute montagne en les survolant. Le ministre commence sa visite au sommet de la Madeleine. Il entendra M. Dronde, maire de Sainte-Engrâce, lui parler en ces termes. « Regardez bien notre beau pays. Il n'est pas possible qu'il devienne un désert. » Celui de l'Arro, M. Echemaïté, il est une chose que l'on ne peut voir, ni en hélicoptère, ni en jeep. C'est l'angoisse qui serre le cœur de ceux qui s'accrochent désespérément à ce vieux pays. Jean Pitreau s'est rendu célèbre par ces 2 phrases. Nous appartenons à la 3e génération d'imbéciles sélectionnés. Les montagnards sont près du ciel, mais loin du paradis. Il organise des stages d'animation ouverts à tous les agriculteurs. Beaucoup d'agriculteurs de l'époque ont bénéficié de ces stages qui étaient financés et où ils apprenaient à s'exprimer en français dans des réunions et à déchiffrer un petit peu les dossiers ou les documents administratifs qui leur parvenaient. Il faut former dans les villages des militants pour que la voix des pauvres se fasse entendre là où il faut. Il accueillera dans les fermes des volontaires du service civil international, le SCI, qui se distingueront notamment lors du séisme d'Alerte en 1967. En 1967, les objecteurs de conscience n'étaient pas encore arrivés, mais il y avait, d'une manière plus ou moins organisée, des jeunes volontaires que Pitreau avait pris en charge grâce à une association qu'il avait créée. Avec son ami Jojo Etchebarne, il crée la SAM, l'association au service des agriculteurs de montagne, en 1965. Cette association, constituée d'agriculteurs de montagne, s'efforce d'améliorer les conditions d'existence de tous ceux qui ont choisi de vivre dans la zone montagne. La carte d'adhérent à SAM était accompagnée d'un dossier, le projet Déshérité. Susciter un développement économique général des exploitations. Contribuer au progrès économique général de la zone rurale. Faciliter le progrès culturel et social et laisser pour compte du progrès. Rendre possible la conservation de milieux naturels, demain indispensables à l'équilibre nerveux de nombreux citadins. Le statut d'objecteur de conscience. L'action de Louis Le Gouen. En 1958, création d'un comité de secours aux objecteurs de conscience. Albert Camus, André Breton, Jean Giono, l'abbé Pierre, Jean Cocteau soutiennent ce comité. En 1962, grève illimitée de la faim de Louis Le Gouen, âgé de 74 ans. En 1963, Charles de Gaulle, président de la République, signe la loi définissant le statut d'objecteur de conscience. Les articles de la loi. Numéro 1. Les jeunes gens se déclarant avant leur incorporation, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l'usage personnel des armes. Article 7. Le service auquel ces jeunes gens sont astreints consiste en travaux ou missions d'utilité publique, pouvant revêtir un caractère périlleux. Les jeunes gens, numéro 8, affectés à une des formations prévues,
sont astreints à une durée de service effective égale à 2 mois, à 2 fois celle accomplie par la fraction de classe à laquelle ils appartiennent. Toute demande collective de statut est refusée, ainsi que toute demande pour motif politique, de même que toute demande après incorporation. Modification de la loi. En 1972, une circulaire affectant les objecteurs de conscience à l'ONF, établissement visant à rentabiliser la forêt, et non plus dans des associations d'intérêt général à but non lucratif. Décret dit de Briançon du président de la République, M. Pompidou, supprimant les droits élémentaires d'expression et de réunion. Conséquences civiles des objecteurs de conscience. Refusant d'accomplir ce nouveau type de service civil, devenant ainsi des insoumis. Toute personne accueillant des objecteurs de conscience en service civil alternatif se retrouve en situation illégale et en cours de lourdes peines. Le dossier sur le statut des objecteurs de conscience est un peu compliqué peut-être. Il y a dans la salle des gens qui le maîtrisent très bien. Mais on s'est trouvé dans la situation où les objecteurs de conscience sont arrivés à Vallée d'Aspe avec une promesse de statut où il était question justement d'avoir comme partenaire l'Office national des forêts. Et cette proposition ne convenait pas du tout aux futurs objecteurs. Par conséquent, il y a eu donc une période assez difficile. Tout le monde était en situation illégale. Les objecteurs qui n'avaient pas rejoint l'Office des forêts étaient considérés comme des insoumis, et les agriculteurs qui les embauchaient étaient aussi en situation difficile. Est-ce que tu veux reprendre un petit peu ce que j'ai dit en ce qui concerne le statut des objecteurs de conscience? Ce que je peux simplement dire, c'est que la plupart d'entre nous étaient des objecteurs ayant ou étant sur le point d'obtenir le statut d'objecteur, mais insoumis à leur affectation à l'ONF. Par contre, certains n'avaient pas obtenu le statut d'objecteur et donc étaient ce qu'on appelait des insoumis totaux. C'est-à-dire que, n'ayant pas le statut, ils étaient considérés comme déserteurs à ce moment-là et ils risquaient beaucoup plus au niveau des peines, puisque ça pouvait aller jusqu'à 2 ou 3 ans de prison et en plus de prison militaire. Je pense qu'il y a quand même eu pas mal de tolérance à la fin, parce que tous les objecteurs de conscience qui étaient toujours sous la dépendance de l'ONF ont pu continuer. Je crois que le fait d'être en groupe a beaucoup aidé les deux insoumis totaux qui se sont trouvés dans la région, parce que dans d'autres régions de France, en particulier en Alsace, moi je me souviens d'un camarade qui a passé 18 mois en prison militaire. Donc le fait d'être en groupe, on était quand même à l'époque 20 ou 25, ça nous a un petit peu laissé tranquilles, mais il y a eu quand même des procès. Il y a eu quelques procès, mais on va le voir là bientôt, je pense. Grâce à la SAM, les objecteurs avec ou sans statut sont répartis dans les familles les plus nécessiteuses. On voit ici Ernest initiant un de ces jeunes au travail de fumier. La position de la fourche laisse quelque peu à désirer, mais néanmoins l'apprentissage sera rapide. Jean-Francis Loiseau, c'est le monsieur qui vient de parler, garde des pâturages d'Azens. Le chien qu'on lui a prêté ne comprenait pas le parisien. Il lui fait défaut le deuxième jour. À défaut de chien, il lui restait le bâton et l'appareil photo. Il raconte aussi 10 jours chez Pierre, dans le village de l'Est, me mettre complètement dans le bain. J'apprends à tenir le fumier et à traire les vaches, à tel point que pendant plusieurs jours, je serai incapable de couper le pain au petit déjeuner, tant mes poignets sont douloureux et sans force. J'avais commencé à apprendre à faire autre chose de mes doigts que écrire et jouer du piano. Alors les poignets et les doigts de Francis Loiseau ont changé de régime, puisqu'ils ont enflé à la suite des travaux de la ferme. Après 2 ans de service civil comme objecteur, Gérard Dufay
que je remercie d'être là ce soir, s'est installé dans le vallon de Geil avec sa compagne. Il s'est spécialisé dans la fabrication du fromage. Il vient de cesser son activité. Nous lui souhaitons une bonne retraite. Alain Perret. Il a eu la chance d'être formé par d'excellents bergers, Joseph et Ernest Milandet. Ils lui ont inculqué les notions d'hygiène et tout leur savoir pour réussir la fabrication des fromages. Alain s'est installé près de Monet avec son élevage. Il est actuellement à la veille de prendre sa retraite. On peut le joindre dans sa cabane à Aran par Internet. Ah bien, je l'ai pas vu. C'est bien. Jean de la Venne. Son procès s'est passé dans le calme. C'est lui-même qui a assuré sa défense. Dans son témoignage, il décrit les exploitations de montagne, petites et accidentées, où ne survivent que quelques célibataires dans un isolement géographique et moral. Objectif à long terme, fournir aux paysans une aide morale et physique, assurer la récolte du foin, faire les labours, les semailles, l'épandage du fumier, les pommes de terre. Commenter avec eux les grands événements qui font la une des journaux. Bernard Lefebvre a été incarcéré au camp militaire de Sauge. Ici, il est soutenu par ses amis objecteurs. La pénurie de fourrage contraint les petits paysans à se regrouper pour acheter du foin. Le camion ne pouvant pas s'approcher du fenil, c'est à dos d'homme que les objecteurs transportent les boîtes jusqu'au fenil. Tous les moyens sont bons pour transporter le foin. La toile, le jute que tout le monde connaît, et la raquette que tout le monde ne connaît pas, ou tout simplement la fourche. Louis Gandon, nanti de son statut d'objecteur de conscience, a accompli ses 2 ans au service des paysans de la vallée. Il en garde un bon souvenir. Son témoignage, plein d'humour, sera inséré dans un prochain bulletin de mémoire d'Aspe. Il a acquis une grande connaissance du milieu montagnard et s'est spécialisé dans l'entretien des sentiers de randonnée et à usage pastoral. Le chantier de Les Atas. Au printemps 1971, des pluies diluviennes provoquent l'effondrement d'une route forestière. La boue, les branches et les cailloux sont précipités dans le ruisseau, un cru qui déborde, anéantissant un réseau routier. Il faut négocier avec la banque pour avoir un prêt et avec les propriétaires pour un accès. Une induction d'eau est demandée. La tranchée doit être creusée en terrain pentu. 12 objecteurs de conscience se portent volontaires pour effectuer ce travail. Et ça s'est bien passé, puisque l'eau coule maintenant toujours dans les fermes du quartier Petrov. Les volontaires sont arrivés avec des objecteurs et ont été placés dans les fermes. En voici une, qui se prénomme Christine, en train de faire le fromage dans un laboratoire pas encore aux normes européennes. Il y a tout ce qu'il faut, mais enfin. Cas de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne a eu le tort de dire qu'elle savait coudre, qu'elle savait raccommoder. Elle a été un petit peu affectée au raccommodage des vêtements en dehors d'autres missions qu'on lui confiait. Chaque week-end, les objecteurs et les volontaires se retrouvent dans leur maison, la Gao. Cette maison est située à côté de l'auberge cavalière, en bordure de route, et elle a été mise à la disposition des objecteurs par une dame qui habitait le Douce. Dans cette maison, ils avaient la possibilité de se remettre des fatigues de la semaine et de se répartir pour la semaine suivante. Dans cette maison, ils retrouvaient leur indépendance et ils ont pu aussi libérer le presbytère d'Acous où ils avaient été accueillis par l'abbé Moulian. Le docteur Vergès a bien connu les petits paysans de la vallée d'Aspe et tous les jeunes volontaires et objecteurs chez qui ils ont travaillé. Ces jeunes, pleins de bonne volonté, avaient du mal au début à accomplir les gestes du paysan.
les muscles douloureux, il se rendait au cabinet du médecin, d'où il ressortait soulagé et libéré du souci de payer les honoraires. Comme il le dit, Jean-Pierre Vergès s'est bien occupé d'eux. Avec Jean Pitreau, il avait obtenu qu'en cas de blessure ou de décès chez un agriculteur, un objecteur puisse assurer le remplacement. C'est ce qui s'est produit chez Élise Lapuyade. Voilà. Alors, bien entendu, je remercie les objecteurs et sympathisants qui se sont mobilisés pour apporter des témoignages et des documents. Un grand merci à Pierre Coutou pour ses photos, à Jean-Francis Loiseau pour ses archives, à Bernard Ricada pour sa documentation et à tous ceux que j'oublie. Merci à ceux et celles qui m'ont aidé pour le montage de ce diaporama. Les objecteurs de conscience ne restaient pas trop longtemps dans les fermes. Il restait une semaine, 15 jours. Il fallait surtout aider là où il y avait plus besoin. Comme on disait parfois, donner un coup de main au pied levé. C'est vrai, c'est vrai. D'où étaient originaires les objecteurs de conscience? De là-haut. La moitié nord de la France. Non, pas tous, pas tous. Et autre question, qui gérait le système? Oui, c'est au départ, c'était surtout la ZAM qui avait organisé ça parce que c'était suite un peu au tremblement de terre. Ils avaient pas mal bataillé contre l'administration pour qu'ils s'intéressent un petit peu aux dégâts qu'il y avait eu chez des petits agriculteurs qui n'avaient pas les moyens soit de remettre l'eau, soit de remettre l'électricité, soit de refaire le chemin. Par rapport à la démarche de la SAM, déjà, bon, il y avait effectivement des personnes en difficulté qu'il fallait aider, ça c'est clair, mais il y avait aussi à travers cette aide, il y avait de la part déjà de la SAM, le fait de dire il faut que les gens se prennent en main. C'est-à-dire que l'aide apportée, qui était effectivement indispensable, devait quand même, a priori, déboucher sur une prise de conscience des gens et, disons, que ces gens s'organisent déjà par exemple à travers où il y a de la main-d'œuvre disponible, comment on s'organise, comment on fait des réunions de répartition pour que ce soit les personnes qui ont le plus dans les besoins qui bénéficient de cette aide, comment les paysans vont s'organiser entre eux, ne serait-ce que tout bêtement justement pour se répartir cette main-d'œuvre, et ça ne tombe pas sous le sens. Bon, et ça, c'est des notions qui étaient très importantes. Alors, le bilan, là, on peut dire que, enfin, je ne sais pas, je pense que ça n'a pas été forcément très. Ça n'a pas été peut-être assez loin, quoi. Alors, qu'est-ce qui est resté au niveau organisationnel entre les paysans de ce passage de volontaires ou d'objecteurs? C'est la question qu'on pourrait se poser. Bon, sans vouloir dénigrer le niveau des objecteurs, parce que je suis pas tout à fait mécontent de ce qu'on a fait, mais... Pour répondre à ce que tu dis, ce qui est resté, c'est ceux qui ont vécu après. Ouais. Ce qui est resté de notre passage, c'est ceux qui ont vécu après. Dans la carte d'adhérents de la SAM, il y avait écrit agriculteurs en montagne par eux, pour eux. Et c'est bien ce que dit Gérard, c'est par eux, c'est ce souci de prendre en charge. Peut-être pour répondre à la question d'où venait-il, c'est ça la question? Oui, moi je voudrais reprendre le point de départ. À partir du moment où vous êtes objecteur de conscience, donc ça se passe au niveau de l'autorité militaire. Non. On était dégagé puisqu'on devait aller à l'ONF. Donc l'autorité militaire s'était dégagée de notre responsabilité en nous envoyant à l'ONF. D'accord. Donc celui qui faisait le procès, qui déclenchait le procès, c'était l'ONF. Il faut savoir que lors de ces procès aussi, puisque moi je suis passé en procès avec 3 autres personnes à Pau, il y a eu quand même des condamnations. Bon, légères, c'est vrai, prison avec sursis, mais privation des droits civiques pendant de mémoire 5 ans. Disons que c'était pas non plus anodin. Et on a profité aussi de ces moments de tribune. Il y a des unes de journaux de la République
que Louis a aussi, et pour aussi faire valoir tout le travail qui avait été fait chez le paysan et la nécessité de continuer et puis de laisser un peu les choses se faire et de légaliser aussi une situation qui était plus que viable par l'aide qu'on y apportait. Donc ça, il y a des gens qui sont passés en procès, ils ont laissé aussi quelques plumes. Bon. Mais il y avait, alors oui, je voulais le dire, une énorme solidarité. On a vu les témoignages, mais même entre les groupes, puisque moi je faisais partie du groupe de la Soule, je suis venu travailler très peu en Vallée d'Aspe, et avec le groupe de la Vallée de Sceaux. Et là, dès qu'on se retrouvait pour organiser les procès, parce qu'on faisait des réunions, on faisait quasiment des simulations avec le président, et bon, parce qu'on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, là il y avait une solidarité absolument sans fin. Moi je suis arrivé juste au moment où les objecteurs quittaient le presbytère pour aller habiter à la Gao, et là il y a eu, alors est-ce qu'il faut appeler ça une scission ou une évolution? Moi je dirais plutôt une évolution. Enfin moi je l'ai vécu comme une évolution, c'est-à-dire que j'ai gardé de très bons contacts à l'époque, maintenant bon, 40 ans après, avec les autres objecteurs, mais il y avait une autre marque qui était, et tout à l'heure ça a été évoqué, avec Jean Delavenne, qui a pu rédiger des écrits, mettre des textes, enfin, pour montrer qu'il y avait un autre visage. Et je me rappelle des stages qu'on allait passer au Pays Basque avec Jean Pitreau et autres, qui lui aussi, enfin en tant qu'agriculteur, continuait à nous former parce qu'on arrivait d'une région, on ne connaissait rien. Ça c'est bien, quand je dis la moitié nord et autres régions, on ne connaissait pas du tout. Enfin, pour moi c'était la première fois que je mettais les pieds à la montagne. Hein. C'est vrai que c'était une complète découverte. Je suis arrivé en 80 et j'ai fait un peu de rab. J'ai fait 2 ans et demi pratiquement parce que je me disais, bon, c'est dommage qu'il n'y ait plus d'objecteurs parce qu'après plus personne. Enfin, il y a eu quelques tentatives, des gens qui sont venus voir et puis qui ont dit bah non, et puis il y a eu la libéralisation complète de la loi qui a fait que ça. En 83, on pouvait en fait rejoindre l'affectation qu'on voulait, le décret de Brégançon a été abrogé. Alors j'ai participé avec des collègues de toute la France aux négociations pour la nouvelle loi. Quoi. Donc il y avait une association qui s'appelait le MOC, Mouvement des objecteurs de conscience, qui était assez récent. Avant, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, il y avait un autre regroupement. Voilà, donc ça aboutit comme ça. J'ai passé de très bons moments dans la vallée. Je remercie tous les gens, les paysans chez qui j'ai travaillé, et les autres avec qui j'ai sympathisé, les anciens Ojo aussi, qui ont transmis le relais. Les dernières années, j'habitais à Tasse, et mes voisins, c'était Jean-Francis et Marie-Jeanne. Je me rappelle des soirées qu'on passait, donc on était 3 objecteurs, et on a eu droit à des formations sur l'historique, Jean Pitreau, tout ça. Voilà. Jean Pitreau que j'aurais bien voulu connaître. Il était disparu avant. Adolfo Jean Pitreau, monsieur Augustine Héros ADR, que j'ai rencontré pour la première fois il y a très peu de temps, je ne le connaissais pas, a écrit ce livre. Il m'en a laissé quelques-uns que je vais laisser à l'hôtesse. Si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder et l'acheter si ça vous intéresse. Après, la suite, là aussi, on peut se poser la question déjà quel genre d'agriculture, bon, et aussi, là aussi, quel sentiment collectif la personne qui a repris cette exploitation, qu'est-ce qu'il en a gardé au niveau militant, au niveau collectif. Je pense que dans un milieu fermé comme était la vallée d'Aspe à cette époque, la présence de personnes venues d'ailleurs, volontaires ou objecteurs, ça a créé une ouverture dans la vallée. Et l'habitude de voir d'autres personnes qui ne sont pas tout à fait comme nous, mais qui on peut faire les choses. Et bon, et ça, je pense que c'est hyper important. Et moi, je dirais que c'est ça, et aussi par la suite, la lutte contre le tunnel du Somport aussi, qui a été une énorme ouverture. Même si maintenant, on voit pas très bien, mais je pense que dans la mortalité aspoise, il y a eu une ouverture énorme. Et ça, c'est sans doute un point positif, quoi.
l'habitude de voir des gens venus d'ailleurs qui font autre chose, qui ne sont pas forcément uniquement du milieu agricole, mais qui sont des gens qui peuvent être des ruraux aussi. Et ça, c'est, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble hyper important, ça. Au niveau bilan, là, je ne pense pas que ce soit parce que les objecteurs de conscience auraient pu arrêter l'exode. Ce qui fait qu'ils ont quand même contribué à se positionner dans les fermes comme un rayon de soleil. Et je pense que les gens, les personnes âgées en particulier, qui vivaient repliées sur elles-mêmes dans les fermes isolées, ont apprécié leur présence. Indépendamment de ça, ils ont bien sûr donné des coups de main sérieux. Joseph Lassalle, qui était maire de Lourdes à l'époque. François Ontas, qui était maire de la Deius. Cette aide désintéressée rend aux agriculteurs dans les conditions d'exploitation d'un service qui n'est pas négligeable, et ce serait vraiment regrettable de voir partir ces jeunes qui ne demandent rien d'autre qu'à être utiles. Il y a un nom qui n'a pas été nommé, c'est le mot chantier autogéré. À la fin, les objecteurs se sont appelés comme ça. C'est-à-dire pour ouvrir un peu l'ambiance entre les services civils, les volontaires femmes, les objecteurs et autres, le mot chantier autogéré est apparu. Et a été repris dans d'autres régions de France. Exact. Quand j'ai quitté la vallée d'Aspe, il y a un chantier autogéré qui a démarré en Dordogne, où j'ai retrouvé des militants, à l'époque ça s'appelait les paysans travailleurs, qui ont fait cette démarche d'accueillir des objecteurs à côté de Bergerac. Et d'ailleurs, pour ça que nous, on vit toujours sur Bergerac. Donc il y a eu cette notion d'agrandissement jusqu'aux années 80, 81, 80. Quand j'étais là-bas, il y a eu une idée qui a germé pour le groupe, ça a été les agriculteurs du Bergeracois qui sont venus rencontrer les agriculteurs de la vallée d'Aspe. Et chaque agriculteur du Bergeracois a été accueilli par une famille, par un agriculteur ici. Et pour la petite histoire, le reste, 40 ans après, c'est Pierre Lousteau-Chartez et Marie-Christine qui sont toujours amis avec Jean-Pierre et Simone Faye. Ils se sont encore vus il n'y a pas longtemps cet été. C'est une amitié qui a duré plus de 40 ans entre ces deux familles, Pierre et Christine, et Jean-Pierre et Simone Lousteau-Chartez.